et bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf, aujourd'hui consacrée à la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, en Bourgogne. L'histoire de cette cathédrale remonte en l'an 177 après Jésus-Christ. Un groupe de chrétiens remonte la vallée de la Saône pour diffuser une nouvelle religion, le christianisme. Et c'est l'un d'eux, Béninus, qui arrivant devant la ville de Divio, ville romaine, plus connue maintenant sous le nom de Dijon, qui se fait arrêter et devient un martyr. C'est au VIe siècle, environ vers 540, que Grégoire de Langres décide de fonder une basilique sur l'emplacement du sarcophage de Béninus. Et bien des années plus tard, cette basilique deviendra donc l'actuelle cathédrale Saint-Bénigne, dont je vous propose la visite. Nous sommes donc arrivés à la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon, et nous sommes en présence de Sébastien. Bonjour. Sébastien, bonjour. Tu es notre guide donc pour aujourd'hui. Par quoi va-t-on commencer? Par la crypte. Par la crypte, je te suis. Pas de problème. Eh bien, on y va. Allons par la crypte. À tout à l'heure, monsieur. Ah, Sébastien, la crypte est assez intéressante de par son histoire, c'est ça? Tout à fait. Tu vas nous raconter tout ça? J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Sébastien, donc tu nous fais descendre ici dans ces cryptes. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette crypte? En quelle année, par exemple, a été découverte cette crypte? Alors, elle a été redécouverte à la fin du 19e siècle, totalement par hasard, quand un des premiers évêques de Dijon a pris place dans l'ancien palais épiscopal. Il a fait venir une charrue et tout s'est effondré et on a mis à jour un des deux chapiteaux sculptés que vous avez ici. Et à partir de là, on a fait des fouilles archéologiques, on a redécouvert l'ensemble de la rotonde, mais sans les voûtes, comme on peut les voir aujourd'hui. Cette crypte a une particularité dans le monde, je crois qu'elle est assez rare. Effectivement, il n'y en a que 8 dans ce style dans le monde. Alors, la grande particularité de cette crypte, c'est qu'elle est de forme circulaire. On peut remarquer la partie centrale, et ensuite on a un double déambulatoire qui permet la circulation des pèlerins. Au centre, on avait le sarcophage de Saint-Bénigne qui a été déplacé à plusieurs reprises. Alors actuellement, il se trouve de l'autre côté, on ira voir après. Vous y emmener. Mais autrement, effectivement, la première des particularités, c'est cette forme circulaire en rotonde qui a été inspirée par le Saint-Sépulcre de Jérusalem et également le Panthéon de Rome. Tu nous emmènes voir le... On va aller voir le sarcophage de Saint-Bénigne, tout à fait. On est parti, on va voir Saint-Bénigne. Alors nous voici devant le sarcophage présumé de Saint-Bénigne. Alors Saint-Bénigne, Bénigne qui veut dire homme bon, homme bienfaisant, homme bien pensant. On connaît son martyre, on connaît très peu de choses de sa vie. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a même des doutes qu'il ait réellement existé. Bon, ça par contre, il faut rester néanmoins prudent dans toutes les affirmations qu'on donne aujourd'hui. Alors on sait que c'est l'apôtre qui est venu évangéliser la Bourgogne. Alors on connaît son martyre effectivement. On sait qu'il a été transpercé par des lances, donc de chaque côté du corps. On lui a coulé du bronze sur les pieds. On lui a écrasé le bout des doigts. On lui a mis des espèces de clous au bout des doigts. Puis après, on lui a écrasé carrément le bout des doigts. Et on l'a achevé avec un coup de barre de fer sur la tête. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'on représente Saint-Bénigne, on le représente avec ses lances et la barre de fer sur la tête. Alors, il s'est passé quand même une certaine ferveur autour de Saint-Bénigne. Tout à fait. Qui a obligé quelqu'un à fermer ou interdire l'accès. Alors en fait, oui. En fait, on lui a attribué des miracles, notamment au niveau du sarcophage. Quand le sarcophage était dans la chapelle mortuaire, puisqu'à l'origine tout part de cette chapelle mortuaire, et on attribuait des miracles autour de Saint-Bénigne, et effectivement à partir de là, on s'est rendu compte que c'était plus ou moins avéré ces miracles, et ça a bien évidemment attiré beaucoup de monde, vous imaginez bien, et on a fondé l'abbaye bénédictine de Saint-Bénigne. Devant le sarcophage de Saint-Bénigne, est-ce qu'on voit la pierre là? On voit une pierre. Ça n'a rigoureusement rien à voir. Qu'est-ce que c'est? C'est la pierre tombale de Monseigneur Rivet, qui est un des premiers évêques de Dijon, à qui on doit notamment pas mal d'éléments, pas mal de restaurations au XIXe siècle, et on lui doit également la refonte du gros bourdon de la cathédrale qui pèse 7,5 tonnes. 7,5 tonnes le gros bourdon de la cathédrale, voilà. Qui a une poussée de 21 tonnes, on m'avait dit. Tout à fait. C'est ça. Écoute, je te remercie. On va monter maintenant. On était au niveau du sol. Là, on est au niveau de la terre. On n'est pas vraiment sous le sol encore. Et on va monter à plus de... Une trentaine de mètres. Une trentaine de mètres, ce qui est déjà pas mal. Bon, on se rejoint là-haut.
Alors tu m'as dit qu'il y avait l'épaisseur des voûtes, c'était de combien? Entre 15 et 20 cm. Et là, en l'occurrence, on a à peu près une quinzaine de centimètres. Et ensuite, il y a 26 mètres de vide qui correspond à la hauteur des voûtes de la nef principale. 15 cm seulement d'épaisseur. Eh, mais c'est le génie gothique. C'est le génie gothique. Tout l'intérêt de l'art gothique, c'est la fameuse croisée d'ogives. Et puis après, les voûtins, c'est voilà, un voile de pierre, tout simplement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur la toiture de cette cathédrale? C'est aujourd'hui la première des richesses pour la cathédrale de Dijon. Effectivement, c'est très rare en France d'avoir des toitures vernissées pour couvrir des cathédrales. Alors là, c'est typiquement bourguignon, tant par les couleurs, par les motifs. Alors aujourd'hui, il n'y a plus guère que le chœur et le transept qui sont recouverts de tuiles vernissées, mais à l'origine, d'après des pierres tombales que nous avons à l'intérieur de la cathédrale, c'était toute la cathédrale qui était recouverte de tuiles vernissées, y compris la nef aujourd'hui, par contre, qui est couverte de tuiles plates normales, on va dire. Mais à l'origine, il y avait des tuiles vernissées partout. L'âge de ces tuiles? Elles ont été refaites tout récemment, entre 1995 à peu près et 98. Ce style de fabrication date de combien? Alors ça remonte, on va dire, pour la Bourgogne à partir du XVe siècle à peu près. Du XVe siècle. Alors en fait ça vient des pays de l'Est de l'Europe. Ce sont les ducs de Bourgogne qui les ont rapportés, mais d'abord en Flandre, et de Flandre c'est descendu en Bourgogne. Et ce qui est intéressant, c'est que avant la Révolution, des tuiles vernissées, on trouvait un petit peu partout en France, y compris en Normandie, y compris en Auvergne et dans tout un tas de régions. Alors tu nous as fait passer tout à l'heure, on est monté dans l'escalier en colimaçon, on s'est arrêté à l'orgue en premier. Donc l'orgue, tu connais un petit peu son histoire? Il date de la première moitié du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il a 7000 tuyaux répartis sur une console de 5 claviers avec un pédalier. Voilà. Ensuite, un peu plus haut, le carillon. Le carillon. Alors, 63 cloches. 63 cloches. Il figure parmi les plus grandes de France. Alors je crois que c'est plus ton côté le carillon apparemment. Oui. Alors qu'est-ce que l'époque de ce carillon, la date de ce carillon? Alors en fait, c'est assez compliqué. Il a été fondé au XVIIe siècle, il a été agrémenté après la Révolution, tout au long du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, on n'a fait que de rajouter des cloches. D'accord, et donc tu as dit 63 cloches. Voilà. Et tu en joues? Alors je n'en joue pas, je fais juste des petites démonstrations quand je fais visiter. On a une très belle vue sur la flèche qui s'élève à 93 mètres de hauteur depuis le sol. Elle a 55 mètres de pyramide, donc à partir du fait du toit, il faut rajouter encore 55 mètres. C'est une flèche qui est faite en chêne et recouverte de plaques de cuivre, d'où la couleur vert de gris. Et ensuite vous avez toute une partie en ardoise. La solidité de l'édifice est faite aussi en partie avec des pièces métalliques? Tout à fait. On peut remarquer ces agrafes métalliques qui relient chacune des pierres de la balustrade et surtout ce long chaînage métallique qui fait toute la longueur de la nef. Alors en fait, on peut... ce qu'on voit de couleur beige. Voilà, ça a été peint en couleur pierre, pour passer inaperçu. Et en fait, ça permet de consolider la cathédrale. D'accord. Alors ici, comme c'est une petite cathédrale, normalement, on n'aurait pas dû en avoir besoin. Et en fait, les fondations étant particulièrement instables, l'édifice gothique a tendance à basculer vers le nord. Pour remédier à ce problème-là, on a utilisé des gros arcs-boutants sur le côté nord. Et pour augmenter la consolidation de l'édifice, on a rajouté également tous ces tirants métalliques, tous ces éléments métalliques qui font la longueur, qui traversent également la cathédrale latéralement, dans le grand comble, et qui soutiennent également ces fenêtres. Alors forcément, c'est peut-être pas très beau. Les autres, on a pu mieux les cacher. Et dans les grandes cathédrales gothiques, effectivement, on retrouve beaucoup d'éléments métalliques. Et donc ils ont trouvé l'astuce, parce que moi il me semblait que dans l'Antiquité, lorsqu'on mettait du métal dans les pierres avec la rouille, ça explosait la pierre. Eh bien oui, mais là ils ont trouvé un métal, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, on trouve un métal qui ne rouille pas justement, qui ne s'oxyde pas, et qu'on a utilisé un petit peu partout en Europe, notamment dans les grandes cathédrales gothiques comme Amiens, comme Paris, comme Bourges après coup, Chartres aussi, et puis surtout la plus célèbre d'entre toutes, Beauvais. On continue à marcher sur le pourtour de l'église Sainte-Bénigne. Sébastien, là de ce côté-là on voit un clocher noir. Qu'est-ce que c'est comme clocher? C'est la tour de l'église Notre-Dame. Par contre le clocher qu'on voit est beaucoup plus récent, il date du 19e. C'est une tour lanterne. Une tour lanterne, c'est-à-dire ça servait de... En fait il y a une tour lanterne, c'est tout simplement une tour qui est percée de fenêtres et qui permet d'éclairer l'intérieur du sanctuaire. La tour carrée à côté? C'est la tour Philippe le Bon, qui s'élève à 46 mètres et c'est la tour du Palais des Ducs. Ensuite, on a un autre bâtiment religieux. Voilà, c'est l'église Saint-Michel, avec une très très belle façade Renaissance.
Et pour finir, notre tour d'horizon depuis la cathédrale Saint-Méline, on arrive ici sur l'église. L'église Saint-Jean, qui a été transformée en théâtre, qui est le théâtre du Parvis Saint-Jean aujourd'hui. Alors c'était une église qui était de style gothique flamboyant, qui date du 15e et 16e siècle, qui à l'origine avait trois flèches. Une flèche à la croisée dont on aperçoit la souche. Il y avait 2 autres flèches également en haut des tours. Et l'église beaucoup plus moderne. Saint-Philibert. Qui est la seule église romane de Dijon, qui date du début du XIIe siècle. Et d'après certains, c'est une réplique en miniature de la cathédrale d'Autun. Intérieurement, j'entends évidemment. Parce que là, déjà au mètre carré sur Dijon, on s'aperçoit qu'il y a énormément de monuments historiques. Ah oui, là par contre, c'est effectivement une ville très riche, peut-être beaucoup plus riche d'un point de vue patrimoine civil que religieux. Effectivement, on ne peine pas à trouver des villes avec beaucoup d'églises, voire même beaucoup plus belles que celles qu'on trouve à Dijon. Par contre, on a un patrimoine civil à Dijon, fait d'hôtels particuliers, de maisons à colombage, le Palais des Ducs évidemment, qui est vraiment impressionnant. Et je crois d'ailleurs que c'est la 5e ville de France pour la richesse du patrimoine. Ah bah Léon, quelle visite, quelle vue aérienne. Ça c'est de la fermeture aussi. C'est de la fermeture, moi alors, ça tient. Le nombre de marches total en fait 250. 250 marches, donc c'était... Alors, les visites, c'est de quand à quand, les périodes de visite? Les week-ends, toute l'année, sauf quand il y a du mauvais temps, de la neige par exemple. Pour les extérieurs? Pour les extérieurs. Autrement, c'est toute l'année, enfin tous les week-ends de l'année, à 14h45 et à 16h. 16h. Ouais. Eh bien écoute Sébastien, je te remercie. Mais de rien. Je vais rejoindre Patricia et Laurent qui m'attendent un peu plus loin dans le cœur de l'église. Très très bien. Et puis après on saluera tout le monde sur la sortie. Tu dois retourner faire tes visites. Donc on ne reverra que Patricia et Laurent à la sortie. D'accord. Je te remercie. Ben merci à toi. Et puis... Je ne te dis pas bonne visite. Ok. Je te souhaite une bonne journée. Et ben pareil pour toi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc maintenant, on se retrouve on appelle ça la nef de la cathédrale. Tout à fait. Laurent, on a parlé donc de cet orgue. Oui. Alors il faut savoir que l'orgue est intervenu très tard au niveau de la liturgie, puisque l'orgue n'est intervenu qu'après le Concile de Trente. Le Concile de Trente. Le Concile de Trente, qui est la ville de Trente, qui était une réforme majeure de l'Église et qui disait que l'orgue faisait partie intégrante de la liturgie. D'accord. Donc cet orgue a été monté au XVIIIe siècle. Il est arrivé presque 50 ans en arrière. Cet orgue est composé de 6000 tuyaux. Il faut savoir qu'il y a 73 jeux et 5 claviers. Donc il est monté sur une tribune de style baroque. Donc vous avez à gauche David qui est représenté, qui est le chantre des psaumes, et Sainte-Cécile qui est patronne des musiciennes. Alors pour Sainte-Cécile, pourquoi patronne des musiciennes? Parce qu'on dit qu'elle est allée au supplice en chantant. Donc cette cathédrale, la date de construction, on peut la répéter? Alors elle a été montée en 5 étapes. Il faut savoir qu'au début, Saint-Bénigne était enterré derrière ses murs. Et Grégoire de Langres avait interdit un petit peu le pèlerinage sur cette tombe. Et la légende dit que Saint-Bénigne lui aurait apparu en songe. Donc il y a eu une première église qui date du VIe siècle, qui a été faite ici. Ensuite, il y a eu une deuxième église qui a été refaite, qu'on dit type carolingienne, qui a été faite au IXe siècle. Il y en a eu une troisième qui a été faite au premier millénaire. La deuxième, qui était de style roman, a été construite. Elle a été gravement endommagée avec le grand incendie de Dijon en 1137. 1137, très exactement. Donc il a fallu faire des travaux. Mais malheureusement, en 1271, la tour romane s'est complètement effondrée et a énormément ébranlé l'édifice. Et Hugues d'Arc, qui était donc à la tête de cette abbaye, parce qu'avant, il faut bien savoir que c'était une abbaye, a commencé par faire des travaux. Il a fallu faire quasiment 9 années de collecte, puisque l'église auquel vous vous trouvez date de 1280. Et il faut savoir que sur tous les piliers, si on creuse en dessous des piliers, on trouverait les fondations. Parce qu'il faut savoir qu'autrefois, quand les églises s'écroulaient ou quoi que ce soit, on ne s'amusait pas à faire, comment dire, à curer, on reconstruisait dessus, et c'est tout. Si on fouille en dessous, on retrouverait quasiment les premières églises primitives. D'accord. Les vitraux sont d'origine? Alors, les vitraux ne sont pas d'origine, parce qu'il faut savoir que quand les moines sont partis, on cassait les vitraux. Donc les vitraux que vous avez en face sont des vitraux du début 20e, qui sont de Diderot. Et il y a une autre chose qu'il faut savoir, que l'ensemble des œuvres que vous trouvez, que ce soit le mobilier, n'est pas d'origine. Parce qu'il faut savoir que le mobilier n'est venu que quasiment au lendemain de la Révolution. Puisque quand on a fait la Révolution, on a quasiment
tout pillé, tout a été pillé au niveau des couvents. Donc on a beaucoup d'œuvres qui sont venues ici, grâce à De Vosges. Et on a fait un inventaire. Donc beaucoup d'œuvres viennent, disons, des abbayes qui ont été confisquées. Okay. Donc là, Patricia Laurent, on se retrouve ici derrière le chœur de l'église. Alors derrière le chœur où nous avons une maîtrise qui est connue quasiment mondialement, qui prend place lors de grands offices pontificaux, qui chantent quasiment tous les 15 jours et qui est accompagnée par le petit orgue et auquel nous avons la réponse du grand orgue, notamment pour le Credo et le Gloria. D'accord. Ce qui donne quelque chose. Patricia, tu m'as dit que ton fiston... Oui. Alors mon fils était de la maîtrise, le petit choriste, Pierre, et le maître de chapelle, c'est Monsieur Chaubert. Monsieur Chaubert. Voilà, qui est le grand maître de la maîtrise de Dijon. D'accord, on regarde avec la caméra les images. Voilà, alors mon fils était là sur le banc et Monsieur Chaubert, il fait chanter là, des enfants comme ça. Et ils font des concerts, donc de Noël, des chants profanes. Et là, on va entamer les 50 ans de la mort de Monseigneur Samson. Donc on démarre toute une année de liturgie, de chants, de concerts à son hommage. Donc on se retrouve à l'extérieur de la cathédrale avec Laurent et Patricia. Donc il y avait quand même un petit dernier mot à nous dire sur cette cathédrale. Voilà, un dernier petit mot pour vous dire que donc, ce que vous voyez au-dessus, le tympan, donc le tympan n'est pas celui d'origine. Ce tympan vient de l'ancienne cathédrale Saint-Étienne, donc comme je disais, qui est la chambre de commerce, et représente la lépitation de Saint-Étienne, auquel sur l'extrême droit, on a un petit rajout qui vient de Nicolas Bornier. Vous avez au-dessus la partie supérieure disons, de la porte qui représente Jésus chassant les marchands du temple. Et enfin, sur les portes à votre gauche, vous avez Saint-Étienne, qui est bien reconnaissable par les 3 cailloux, qui est le patron secondaire du diocèse de Dijon. Les 3 cailloux qu'on voit au pied. Au pied, avec la palme du martyr. Donc Saint-Étienne, qui est le second martyr de Dijon, le second patron de la ville de Dijon. Et à droite, on voit bien donc Saint-Bénigne, toujours avec la palme du martyr, et la barre qui est au-dessus, qui est le patron, qui est le premier patron de la ville de Dijon. Donc on pense que l'ancien tympan était ici. Bon, il était complètement martelé à la Révolution parce que ça représentait les noces de la reine de Saba. Donc il faut savoir que tout ce qui avait un peu attrait à la noblesse, on martelait systématiquement. C'est pour ça que les niches sont vides. On pense qu'il y avait des saints, mais on les a confondus avec des nobles. Eh bien, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire sur voilà. cette fameuse cathédrale. Oui. On va se quitter donc sur ces images. Laurent, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Puis Patricia aussi. Écoutez, puis moi je voulais mettre à l'honneur 2 prêtres avec qui j'ai travaillé. Le père Christian Foster, qui est maintenant curé à Saint-Michel, qui était à l'origine de la renouvellement de la cathédrale. Et le père Thomas, qui était là également aussi pendant les travaux. Et voilà, je vous remercie de votre accueil. Puis revenez quand vous voulez. Vous serez toujours bien accueillis. Bonne journée. Merci.